Katia, Rami, Lisbeth. Bonsoir. Bonsoir. Ok, l'autre Bonsoir. fille, je suis Alors, le s'il papa vous de plaît, vous Racima. pouvez ouvrir la caméra. Ouais. Attends, on ne sait pas comment ouvrir Attends, la attends, on caméra. va faire. C'est encore un cible. Non, c'est bon. Affiché. Attends, C'est bon. non. C'est bon, là, c'est bon. Mais comment ça, je vais regarder comme ça, papa? C'est bon. C'est un l'envers. Non, c'est bon, c'est pas grave. Là, je Alors, regarde. on va attendre quand même quelques minutes. Il y a d'autres parents qui se connectent. Donc, peut-être à 4, là, 20h04, on va être prête à commencer. Attends, Super, super. On est content de vous voir ce soir. c'est bon. Merci. Merci. Je vais prendre un petit écran comme ça. Alors, c'est vraiment un atelier pour les parents ce soir. Donc, bon, si jamais il y a des enfants qui ont justement au niveau des apprentissages, c'est plus difficile, à ce moment-là, vous pouvez, votre enfant peut être Attends. accompagné, mais ça Ouais, s'adresse pardon. vraiment ce webinaire-là aux parents. Ok. D'accord? Donc, Ok, excuse-moi, j'ai cru que c'est pour les enfants, j'ai pas regardé. non, c'est correct. Il y a pas de problème. Les ateliers, en fait, avec les artistes, c'est vraiment pour les enfants et les parents. Mais ce webinaire-là, c'est vraiment plus pour vous outiller là, en tant que parent, justement, pour Ok, les difficultés d'apprentissage. ok, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Encore toi. Alors, les filles, est-ce qu'on y va? Un petit dernière minute, je dirais. Il y en Ouais, a encore qui se d'accord. connectent. Parfait. Alors, le webinaire va être enregistré, il va être en rediffusion. Donc, vous allez recevoir tout ça par courriel de toute façon. Take note for this meeting. Parfait. Alors, on va y aller. Donc, bonsoir à tous. Bonjour, Merci beaucoup, je merci m'appelle beaucoup de votre Vincent. présence. Ce soir, on est vraiment content de vous accueillir. Donc, on va commencer là, par montrer un petit peu de quoi est-ce qu'on va, quel sujet est-ce qu'on va aborder ce soir. Puis ensuite, on va se présenter. Donc, on a un invité spécial ce soir, Andréane, qui est orthopédagogue. Donc, elle va pouvoir aussi nous partager vraiment son savoir. Donc, on s'en va en profondeur là, au niveau des difficultés d'apprentissage ce soir. Alors, les objectifs, en fait, de la rencontre, d'abord, mais on va aller explorer c'est quoi un trouble d'apprentissage puis les liens avec les différentes fonctions exécutives. Par la suite, on va explorer différents outils. Donc, un outil 1000 valeurs ajoutées. Et l'objectif numéro 3, on me recommande une aide technologique. Donc, est-ce qu'elle sera implantée à l'école ou non? Donc, quels outils peuvent être justement utilisés dans les écoles? Et finalement, 4, mais quelles sont les fonctions d'aide justement utilisées? Donc, autant là, durant cette séance-là, on va accepter les questions. Donc, vraiment, c'est un lieu d'échange. Alors, si vous voulez nous parler un peu de ce que vous vivez à la maison, on adore ça justement lorsque vous prenez la parole. Donc, on est là vraiment pour échanger tout le monde ensemble, puis vous soutenir justement pour vos enfants, en fait, si vous avez justement des enfants à la maison qui éprouvent des difficultés. Alors, voilà, donc vous êtes les bienvenus à ouvrir la caméra, à ouvrir le micro. Donc, si jamais il y en a qui veulent prendre déjà là, la parole, peut-être vous présenter un peu,
présenter les besoins de vos enfants. Donc, on est là pour vous écouter. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Bonjour. Bonjour, éducation. Bonjour, Anissa. Bonjour. Alors, on va y aller. Donc, alors, qui nous sommes? En fait, on va se présenter. Donc, il y en a beaucoup qui nous connaissent déjà. Peut-être pour certains, nous sommes nouvelles. Donc, en fait, moi, Sarah et Kaliane, en fait, on a vraiment fondé l'éducation. Donc, c'est une plateforme éducative qui s'adresse aux élèves de la première à la sixième année. Et nous, on s'en vient vraiment soutenir les enfants au niveau de leurs apprentissages du français, mais aussi au niveau du bien-être. Donc, tout ce qui est justement la gestion des émotions, apprendre à se connaître, avoir confiance aussi en soi. Donc, on travaille tout ce volet-là aussi. Donc, les deux, Sarah, Kaliane et moi, on est enseignantes au primaire, donc depuis 10 ans. Donc, je vais laisser Kali se présenter par la suite. Moi, j'ai aussi une formation comme professeure de yoga, donc tout ce qui touche vraiment au volet bien-être de l'enfant, la gestion des émotions, anxiété de performance, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Kaliane pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis cofondatrice de l'éducation avec Sarah. Tout comme Sarah l'a mentionné, je suis enseignante au primaire aussi depuis 10 ans et j'ai également été certifiée en psychologie. Je me suis spécialisée par la suite aussi dans ma pratique enseignante en technopédagogie. Donc, tout ce qui touche vraiment les technologies de l'éducation, c'est ma passion. Et j'ai également vécu au Chili pendant une dizaine d'années où est-ce que j'ai fondé un projet d'éducation en nature, donc qui est aussi une autre de mes passions, autant l'enseignement par la nature que l'enseignement avec les technologies, d'où ma grande passion pour la montagne. Donc, on est bien contente d'être là et de vous retrouver ce soir. On adore ces moments d'échange, ces webinaires avec les parents. Ça nous permet de mieux vous connaître, mieux comprendre les besoins aussi et les défis auxquels vous faites face pour pouvoir mieux vous outiller par la suite. Donc, bon webinaire à tous. Merci, mesdames. Je vais avancer la prochaine diapo. Je tiens à remercier Kaliane et Sarah à m'avoir invité ici ce soir. Je rappelle d'ailleurs que n'hésitez pas à prendre la parole, à réagir dans le clavardage. Je vais peut-être demander à Sarah ou Kaliane justement de me dire si jamais il y a une intervention écrite faite par votre part, mais j'aime ça vraiment. Voir la signifiance de vos vécus à l'école avec votre enfant. Donc, ce soir, les aides technologiques, c'est un sujet qui est très peu euh, médiatisé, informé, donc n'hésitez pas. Petite anecdote, je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est un fait quand même intéressant à savoir. Kaliane et Sarah et moi avons fait notre cégep au même cégep, euh, sans même vraiment le savoir, c'est-à-dire qu'on n'était pas à ce moment-là des amitiés serrées, mais on s'est retrouvés aujourd'hui collègues enseignantes, donc je trouve ça formidable, ce parcours de vie-là. Donc, encore une fois, je suis très ravie d'être ici ce soir avec vous. Alors, je me présente, j'ai un bien long nom, Andréane Villeneuve-Dubuc. J'ai fait ma certification en enseignement préscolaire et primaire à l'Université de Montréal pour ensuite compléter une maîtrise en orthopédagogie parce que j'avais vraiment le souhait d'accompagner énormément les élèves en difficulté. En fait, ma passion pour aider les élèves en difficulté a débuté quand j'ai commencé à faire du tutorat privé, donc à domicile, chez les familles, en fait. Et là, je me suis vraiment questionnée sur ma pratique. On le sait, dans une classe dite on va dire avec une vingtaine d'élèves, il y a toujours des défis et ma concentration souhaitait presque unanimement juste aider les élèves en difficulté. Donc, c'est pour ça que j'ai complété par la suite une maîtrise en orthopédagogie. Ensuite, j'ai tellement eu une grande motivation, encore une fois, pour le système éducatif que je me suis dit, mais pourquoi pas commencer un doctorat? Oui, 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 j'avais une grande motivation à ce point-là, mais la vie a décidé autrement. J'ai arrêté après 15 crédits pour plusieurs raisons. Euh, Tout m'intéresse en éducation,
en même temps que rien m'intéresse. Attention, je sais que c'est très mélangeant tout ça. C'est qu'un doctorat, il faut vraiment nicher notre concentration sur plusieurs années et ce, de manière théorique. Et moi, je suis vraiment plus une personne de terrain, de pratique. Donc, je me suis vue tirer ma révérence après 15 crédits, mais je suis toutefois très contente de l'avoir fait et d'avoir touché quand même au troisième cycle. Me voici maintenant chargée de cours à l'université, aussi orthopédagogue. Je m'intéresse vraiment beaucoup sur les aides technologiques. Oui, je vais en parler ce soir. C'est mon sujet chouchou. Je pourrais en parler de 8 heures le matin à 10 heures le soir. Actuellement, donc, vous l'avez vu, je l'ai déjà dit, mais je suis chargée de cours dans deux universités, donc à l'Université de Montréal et à l'UQO, donc Université du Québec en Outaouais, pour former les enseignants de demain, tant au régulier qu'en adaptation scolaire. Mis à part ça, depuis très peu, j'ai bâti, je continue de la bâtir, la rendre évolutive, une formation d'accompagnement parental sur les aides technologiques parce que, comme vous allez le voir ce soir, peut-être que vous allez en découvrir et très souvent, c'est un sujet qui est méconnu. Mis à part ça, je sais qu'il y a peut-être des oreilles d'enfants qui écoutent derrière. Quand j'étais enfant, j'étais une grande passionnée des animaux et je le suis encore, tellement que j'ai un zoo à la maison. J'exagère, mais j'ai 2 chiens, 3 chats. Et avec mes chiens, je fais plusieurs activités canines parce que, bon, ça m'épanouit, mais ça les épanouit eux aussi. Et j'apprends vraiment beaucoup parce que, bon, là, c'est un autre sujet, mais dans le domaine du dressage canin, c'est pas vraiment les chiens qu'on entraîne, c'est beaucoup plus l'humain qu'on entraîne à comprendre le chien. Donc, je me connais beaucoup plus comme personne depuis que je fais des cours canins. Je sais, c'est drôle et étrange à la fois. Alors, je vais continuer. N'hésitez pas, je rappelle, juste avec la présentation, peut-être qu'on a le goût de rebondir sur quelque chose, ça va me faire vraiment plaisir. J'entame le premier point croustillant de ce webinaire. On va parler des fonctions exécutives. Je tenais absolument à parler de celle-ci en lien avec les troubles d'apprentissage. Vous l'avez peut-être entendu ou vécu au dernier webinaire. Un trouble d'apprentissage, pardon, ce sont un certain dysfonctionnement avec un caractère permanent, hein. Quand c'est vraiment un diagnostic de trouble, on va apprendre à vivre avec celui-ci ou ceux-ci, et ce, pour toute notre vie. Et là, qu'est-ce qui vient être altéré quand on reçoit un diagnostic? C'est à plusieurs niveaux, mais ça touche davantage les fonctions exécutives. Oui, mais c'est quoi ça, les fonctions exécutives? Voyez-les comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre doit coordonner une harmonie. Dans son harmonie, il y a plusieurs instruments. Il y a plusieurs humains qui jouent de l'instrument à des rythmes variés, à des tonalités variées. Donc, là, on a une analogie. On sait qu'on a un chef d'orchestre intérieur et on va les appeler, donc elles sont au nombre de 5, l'acquisition, l'organisation. Non, c'est pas ça. Je me suis vraiment trompée. Je vais commencer à la prochaine page. En fait, c'est la mémoire de travail. C'est que je regardais trop à gauche. Là, je vais regarder à droite. C'est la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité cognitive, la planification et l'organisation, de même que l'attention soutenue. Alors, pourquoi j'ai ces petites notes à gauche? Donc, vous aurez compris que notre chef d'orchestre, qui est en train de gouverner ces 5 fonctions exécutives-là, se voit altérer aussi toute notre organisation des informations, notre rétention des informations, notre compréhension, notre traitement. Donc, tout ça va vivre des enjeux, et ce, sur peut-être un plan ou plusieurs plans, et tout dépendant du diagnostic également. Je vais le redire plus tard dans le webinaire, mais oui, je parle des diagnostics ce soir. Cela dit, les aides technologiques peuvent être attribuées à une personne, donc un élève qui n'a pas de diagnostic. J'en reparle plus tard. Donc ça, déjà, on a une question à ce propos-là. Gardez ça pour un peu plus tard.
Alors, c'est parti avec la mémoire de travail. Notre mémoire de travail, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité à retenir pour un certain temps, qu'on va appeler temporaire, des informations qui vont être manipulées. Qu'est-ce qu'on entend par manipuler? Ben, imaginez dans un contexte académique où je dois suivre plusieurs consignes à la fois, où je dois me rappeler ce que je dois écrire dans une phrase. Donc, mon enseignante vient de me dicter une phrase. La fille marche dans le verger. La fille marche dans le verger. Donc, c'est assez court, mais quand même, j'ai une série de mots que je dois enregistrer pour ensuite la répliquer de façon écrite. Là où il y a des enjeux parfois, selon le diagnostic ou nos défis personnels et académiques, on peut remarquer quand la mémoire de travail est lacunaire, qu'on oublie des étapes d'un travail, qu'on va perdre le fil en lisant ou en écrivant, qu'on a besoin de répéter plusieurs fois la consigne à cet élève-là, par exemple. Et il y a même des élèves qui vont nous le dire verbalement. J'ai besoin que tu me le répètes souvent, Madame Andréane. Donc oui, ça, je trouve ça plutôt intéressant quand c'est l'enfant qui nous le nomme, il arrive à se réguler puis à nommer aussi son besoin. On peut penser à quelques aides technologiques. OK? Donc, celles que je vous présente sous les yeux sont gratuites. Donc, n'ayez crainte, je ne veux pas dire n'importe quoi, Sarah et Kaliane, je pense qu'on va avoir accès de toute façon à ce visuel-là. Donc, au besoin, on peut retourner là, chercher nos plateformes. On a par exemple Google Doc. C'est peut-être déjà à ce jour un contenu que vous connaissez bien. Peut-être que vous l'utilisez dans le cadre de votre travail. Ça s'utilise super bien aussi avec des enfants de tout âge parce qu'on peut structurer, entre autres, notre travail, surtout s'il est de longue haleine. On pourrait utiliser, par exemple, la dictée vocale sur Google Doc ou sur Word, que je vais vous montrer plus tard. Il y en a peut-être déjà, encore une fois, qui sont au fait avec ça, mais on peut l'utiliser pour plusieurs facettes. Oui, je peux dicter, par exemple, une phrase, mais je peux aussi m'organiser dans mes idées, faire une espèce de tempête d'idées avant de rédiger un texte écrit. Donc ça devient quand même intéressant pour réduire la charge et la planification d'une production écrite et même pour d'autres travaux. Hein, ça pourrait être une résolution de problèmes en mathématiques, par exemple, où je viendrais nommer les informations qui sont importantes, cogiter autour de l'opération adéquate à sélectionner, par exemple. On a aussi l'application Notion ou Google Keep. Là, je vais me permettre de parler un petit peu plus de Google Keep. Pas que j'aime pas Notion, mais si on ne connaît pas Notion, Notion, c'est assez complexe. On peut utiliser vraiment les paramètres de base, c'est vraiment correct, mais ça peut vite devenir une surcharge pour l'enfant. Donc, Google Keep, j'apprécie parce qu'on peut venir consigner des rappels très rapides, faire aussi une liste d'épicerie. Et là, je vous partage vraiment une parenthèse hyper personnelle. Mon conjoint et moi utilisons Google Keep pour consigner notre liste d'épicerie. Donc, plutôt qu'une liste papier qu'on perd, qu'une des deux personnes a, ben, puis c'est très cool aussi parce que ça se synchronise donc en temps réel. Il peut partir à l'épicerie et moi, je continue d'ajouter des items. Donc, on comprend que c'est assez facile d'utilisation et ce, pour plusieurs contextes qu'on parle de personnel ou académique, par exemple. L'extension Read and Write, extension qui est agencée avec Google Doc, donc qui est une extension de tous les produits Google qui va venir jouer le rôle de lecture à voix haute. Et la lecture à voix haute va venir soutenir notre mémoire et peut-être même la révision. Donc, quand j'ai terminé une séquence de tâches simultanées ou non, donc je pourrais, par exemple, venir faire relire mon travail et ainsi être en période de validation de la qualité de celui-ci. Donc là, notre première personne adressée dans notre harmonie, hein, dans notre orchestre, était la mémoire de travail. Je continue avec notre deuxième
Il y en Fonction a. exécutive, Je vais oui, t'arrêter deux petites secondes. vas-y. Est-ce qu'il y en a dans ceux qui sont là, les parents, que vous remarquez ça chez votre enfant, justement, au niveau de la Hmm, mémoire de travail, que ça peut être un petit peu plus fragile? Donc, sentez-vous à l'aise là, vraiment. d'ouvrir le micro. Ça peut être en tant qu'adulte aussi, hein? Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est drôle que tu m'as stoppé là. Je m'en allais dire, OK, je vais prendre une gorgée, puis ainsi demander aux parents. On peut l'écrire dans le clavardage aussi si on se sent plus à l'aise d'écrire, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, je pense qu'on peut continuer. Parfait, moi j'ai pris ma gorgée, je suis prête. Super. On a notre deuxième fonction exécutive, l'inhibition. Quelle est cette inhibition? J'aime beaucoup parler de celle-ci parce que quand on est enfant, on a moins de maturité pour euh, inhiber, OK? Et là, vous voyez pas ça comme péjoratif, hein, quand je dis qu'on a moins de maturité. Je suis pas en train de dire que votre enfant est immature, c'est juste un fait, hein. On est en développement, on est en train d'évoluer. Et donc, qu'est-ce que c'est l'inhibition? C'est la capacité de freiner une impulsion, quelque chose qui surgit, que c'est spontané et oups, j'y vais. Ben, plus on vieillit, plus on filtre, selon les contextes aussi. Ça peut être social, hein, de dire comme, oh, j'ai le goût de dire ça, mais oh, ouais, ça aurait peut-être des répercussions si je dis tout ce que je pense. Donc, plus on vieillit, plus on a ce filtre-là. Donc, la capacité de se retenir, de parler ou d'agir trop vite, par exemple. Voici les défis observés quand c'est lacunaire, quand c'est un enjeu. Donc, ça peut être un enfant ou même un adulte qui va interrompre souvent, réagir rapidement sans réfléchir, se laisser distraire par des notifications ou du contenu web. Et là, je pourrais accuser beaucoup d'adultes, et moi la première, pour le troisième. Hein. Dans une ère du numérique comme on est présentement, avec la technologie, les publicités omniprésentes, c'est sûr que ça devient plus ardu. Par contre, il existe des outils pour limiter le tout. Vous connaissez probablement déjà sur YouTube, c'est possible d'activer un limitateur de publicité ou carrément un arrêt des publicités. Je sais, il y en a qui vont dire oui, mais il faut payer pour ça à moindre coût. Mais c'est un passé bien si, par exemple, notre enfant, scolarisé à la maison ou non, qui a un ordinateur, par exemple, à l'école, bien souvent, l'Internet va être désactivé. Par contre, c'est pas impossible qu'on arrive sur une page et quand même, il y a du contenu qui est pas, adéquat selon la tâche faite. Donc, on peut penser à des extensions de blocage, de distraction. Je vous en nomme deux, mais il en existe une panoplie. On pense à Stay Focus SD, LeakBlock, par exemple, donc qui font les fonctionnalités que je viens de vous parler. On a le minuteur Pomodoro ou des minuteurs visuels. Sachez que AlloProf, je ne sais pas si on connaît, propose la minuterie motivante. Donc, c'est une minuterie qui vient nous organiser dans nos périodes de travaux et il n'y a rien d'autre qui fonctionne comment dire, sur notre ordinateur, mis à part la minuterie motivante. Bien sûr, si on la ferme, là, on retrouve accès à tout notre ordinateur, mais habituellement, les enfants primaires, secondaires l'apprécient, puis elle nous encourage, puis on voit comme une trajectoire. Donc, ça, je ne l'ai pas écrit dans mon visuel, mais rapidement comme ça, là, je viens d'y penser, qui est complètement gratuite également. Pour terminer, on peut penser à des coquilles, hein, des écouteurs anti-bruit, mais ça pourrait aussi être des bouchons. J'insiste sur les bouchons parce que parfois au secondaire, hein, si on est en classe, on veut pas se sentir étiqueté, on veut pas être facilement identifiable avec nos coquilles, mais c'est beaucoup plus subtil et discret des bouchons, donc ça pourrait être quelque chose qui viendrait aider notre enfant. Est-ce que, encore une fois, on reconnaît peut-être notre enfant là, au point 2 avec l'inhibition, hein, on est en évolution de maturité, peut-être que là, on voit des manifestations un peu plus évidentes ou visibles. Pas pour l'instant. N'hésitez pas. Ça va les filles si je continue?
Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Tu vois, j'avais Mano, pas vu. est-ce que c'est Gisèle qui est là? C'est moi. Oui, c'est Ghislaine, Hmm. la maman de Manoé. Bonjour, Ghislaine, ça va bien? Oui, bonjour. Donc, Bonjour. On vous écoute. je voulais ouvrir ma caméra. C'est bon. Je Oui. tiens à vous remercier pour la présentation, même si on n'a pas fini encore. Donc, moi, chez Manoé, mon fils, ben, je peux pas dire l'inhibition, mais à un moment donné, quand on fait les séances de travail, c'est comme il y a un blocage. C'est Hmm. fermé. Et puis, c'est comme il veut plus continuer. Hmm. Je comprends sur des périodes trop longues, OK, Oui. mais même si des fois c'est des périodes de 30 minutes, c'est comme il veut pas continuer. Par Hmm. rapport aux aides que vous nous avez proposées, Oui. là, je suis un peu dans un dilemme parce que je vois de plus en plus, par exemple, Manoé me demande, moi j'ai acheté des bouchons pour lui pour utiliser à l'école, Mhm. mais il me demande maintenant, oh maman, est-ce que je peux utiliser de la musique relaxante pendant Hmm. que je fais et mes devoirs? Je comprends que tout ça là, tous ces aides, c'est pour augmenter la concentration. J'étais tellement étonnée autrefois, j'étais au métro, ben, j'ai vu la publicité passer sur l'écran. C'est comme on conseille une musique relaxante comme pendant les périodes d'études. Je trouve ça Hmm. c'est paradoxal par rapport à ce qu'on si on veut garder Hmm. la concentration de l'enfant. Mais je ne suis pas professionnelle, moi c'est mon idée. C'est vraiment une bonne question. En fait, j'ai pas lu les dernières recherches à ce propos-là, mais il y a de plus en plus d'enseignants qui vont permettre ce genre de pratique-là, c'est-à-dire d'écouter de la musique en faisant la tâche. Par contre, ce que j'avais vu dans la littérature, c'est que bien souvent, il faut que ça soit de la musique sans parole Mhm. et le plus possible qui se ressemble en tonalité, dans le sens pas, là, je suis pas une bien bonne chanteuse, mais que ce soit c'est très aigu, puis après ça, on change à grave. Donc, ça, c'est ça qui va venir faire varier notre concentration. Donc, c'est un peu comme des bruits blancs. Sans dire que ce ne sont que des bruits blancs, mais il existe vraiment beaucoup de listes de lecture là, qui sont comme de l'ambiance ou relaxantes. Donc, ça serait pas impossible. Par contre, il y a des enfants pour qui ça ne fonctionne vraiment pas comme les adultes, hein. Par exemple, moi, si je fais une analogie super personnelle, ma sœur va être incapable de travailler avec la musique. Moi, ça m'en prend. Et c'est un peu de ce type-là. Dans mes oreilles, quand même fort, mais c'est la même tonalité. Euh, puis, c'est la même chanson que je mets en répétition. Donc là, ça pourrait être intéressant de faire comme une petite expérimentation musicale là, avec votre garçon. Ça pourrait être intéressant. Oui, puis si je peux ajouter un petit quelque chose, ça dépend aussi, là, selon les recherches, ça dépend de la tâche à effectuer. C'est sûr si on a une tâche en résolution de problème, on a besoin vraiment de la concentration. Si on est plus dans une tâche d'écriture, ça peut être bénéfique, ça peut nous motiver avec nos idées. Donc, moi, j'irais aussi selon ce que votre garçon ressent. Si lui va Hmm. être capable de vous le dire aussi, est-ce que moi, ça m'aide? Donc oui, c'est comme Andréane le dit, là, c'est vraiment recommandé que ce soit une musique sans parole. Donc Il, c'est sûr que ce sera pas leur artiste favori. il Euh, me donc, dit, donc vraiment d'y aller avec quelque chose, il y a tellement sur YouTube ou sur Spotify. Ça peut être intéressant justement d'aller chercher des listes de musique sans paroles douces ou qui peuvent aider à la concentration. Donc, moi, je le faisais beaucoup avec mes élèves. Puis quand j'enseignais dans les classes, j'avais même un élève, lui, que ça l'aidait énormément et je lui laissais justement apporter un outil technologique. Puis Tristan, là, je me souviens, ça fait quand même quelques années, mais c'était le jour et la nuit quand il y avait la musique. Donc, lui, ça lui permettait vraiment d'entrer dans sa bulle puis d'être vraiment concentré sur sa tâche. Donc, moi, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment d'y aller avec ce qui est vivant chez Manoé. Donc, lui demander, lui dire de quelle façon, toi, ça t'aide, pourquoi est-ce que ça t'aide, comment tu te sens par rapport à ça. Puis, on s'entend qu'à l'école, peut-être parfois la prof peut en mettre de la musique douce derrière,
Peut-être que parfois, elle n'en mettra pas. Donc, ça peut être aussi adapté selon les tâches, selon aussi l'endroit où on est. Ben, je suis d'accord avec vous parce qu'on dirait que c'est moi qui n'étais pas à jour, mais Manoël, il est à jour. C'était vraiment de la musique sans parole. Et puis, il m'a dit, mais maman, moi, ça m'aide à me concentrer. Hmm. Et Ouais. puis, moi, j'ai dit, mais je comprends pas comment tu peux faire la lecture. Et il m'a dit, non, 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 maman. Moi, là, ça va très bien pour moi. Je fais ma lecture et puis Mhm. j'écoute la musique et relaxante, tout ça. Mais donc, on compose avec la réalité. Et puis, comme vous venez de dire aussi, je n'ai pas de, ben, c'est pas que j'ai pas de choix. Je m'en vais plus vers la négociation, comme vous dites. Et Hmm. puis, il me dit que ça va bien pour lui. Et puis, on expérimente ça. Mhm. Ben, merci beaucoup, hein, de Vraiment. ce partage. Oui, Bien, puis je trouve ça très, très beau que vous avouez que vous dites, ah ben moi, pour moi, c'est nouveau, je comprends pas comment que ça peut aider. Ben, on recule, il y a quelques années, c'était vraiment pas quelque chose de répandu, même que c'était à l'opposé. C'était comme non, tu vas pas apporter quelque chose de chez toi, numérique. En plus, c'est de la musique pendant que tu travailles. On a quand même bien changé là, depuis de paradigme depuis. Donc, merci pour ce doux rappel. Je vais me permettre de continuer avec notre troisième fonction exécutive qui est la flexibilité cognitive. Donc, par le mot flexibilité, on comprend que c'est une capacité à s'adapter à ce qui est de l'ordre de la spontanéité, de nouveau, que ce soit par exemple, on change l'horaire de la journée. On le sait, hein, il y a des adultes et même des enfants pour qui c'est important d'avoir une certaine séquence plutôt rigide et c'est ça. Donc, la flexibilité cognitive, c'est vraiment la capacité de changer de stratégie, de voir un problème sous un autre angle. Et donc, les défis observés lorsque c'est un enjeu ou des enjeux, donc s'entêter dans une méthode qui est inefficace, hein, même si un adulte ou un père va lui dire, oui, mais ça, c'est pas la bonne façon. Non, 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 c'est comme ça. Et ce, même s'il n'y a pas une efficacité derrière, peut avoir une résistance au changement d'une routine ou d'un outil, avoir du mal à généraliser ou à transférer une stratégie. Pour tenter le plus possible de travailler cette flexibilité-là, et j'insiste encore sur le fait que les enfants comme les adolescents sont encore une fois en évolution. Donc, pour certains, ça va prendre beaucoup plus d'occasions d'exercitation pour permettre une certaine flexibilité cognitive. Vous aurez compris que même une fois adulte, il y en a pour qui ça demeure un enjeu. Par contre, pour venir compenser, pour venir aider, on dit merci à l'aspect numérique et on peut penser à des outils comme sur la première ligne, MindMap, Canva, Poplet. Je vais vous parler un petit peu plus de Canva, qui, je crois, gagne en popularité, qui est utilisé beaucoup pour les présentations, comme, si je peux me permettre, Kaliane, Sarah et moi avons utilisé justement Canva pour construire notre présentation visuelle de ce soir. Donc, ça me permet vraiment beaucoup de possibilités, notamment comme les cartes mentales. Les cartes mentales, c'est super bon pour étudier, pour faire une tempête d'idées, pour se rectifier. J'ai pas besoin d'avoir 200, là j'exagère, là, 200 papiers devant moi que je vais tout effacer, prendre un crayon qui va rendre le tout très brouillon. Et là, on pourrait aller loin dans cette discussion-là, mais si mon enfant a en plus des enjeux moteurs, donc ça va devenir vraiment un tas de feuilles en chiffon. Donc, le Canva peut être très serviable pour venir manipuler et faire des modifications en des temps assez records. On pense aussi à des outils de planification avec plusieurs options dessus, comme Trello, Google Agenda. On sous-estime Google Agenda, mais avec certains élèves, je pouvais venir convier des rendez-vous et s'il y arrivait un imprévu, parce que c'est ça la vie aussi, peut avoir des changements d'horaire et ainsi travailler de plus en plus la flexibilité, mais je peux venir faire des modifications. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler ou c'est moi qui ai inventé? J'ai inventé. OK, j'ai inventé. Je pense que tu peux continuer. OK, pardon. Pas de Euh, problème. OK, donc qui offre plusieurs façons de visualiser l'information. C'est ce que je disais par rapport à Google Agenda. On a des modèles aussi. Ah, je vois qu'on a quelqu'un qui a écrit dans.
Non, c'est un autre Ah, taker. c'est pas ça. D'accord. Désolé. Ouh, c'est pas ça qu'on veut voir ce soir. OK. On parle aussi des modèles enregistrés comme dans Word ou dans Doc ou sur une autre plateforme. Par exemple, et là, ça peut devenir vraiment gagnant parce qu'encore une fois, on sous-estime des outils qui sont déjà connus ou utilisés. Mais dans Word, je donne l'exemple populaire ou typique. On a un adolescent de 16 ans qui veut commencer à travailler, hein, il veut aller sur le marché du travail. On va devoir lui créer un CV, un curriculum vitae. Mais je suis pas obligée de partir de zéro. Il y a déjà des modèles sur Word, mais il y a aussi des modèles de lettres d'opinion, de textes à chère maman, hein. Je dis ça s'il y a des enfants proches, attention, c'est la fête des mères en fin de semaine, donc ça c'est bon, on peut commencer déjà nos lettres pour nos mamans. Et donc, pour s'adapter, pour pas partir de zéro, pour vivre moins de résistance, moins d'entêtement, moins de méthodes inefficaces, on peut absolument partir de ce qui est déjà construit. Donc, quand on commence à regarder les modèles déjà disponibles sur Word, on fait comme, oh mon Dieu, il y a déjà tout ça. Et oui, et là, ça peut venir grandement facilitant pour nos élèves, nos enfants, qui ont des défis. Est-ce qu'on reconnaît notre enfant ou soi-même dans les enjeux de flexibilité cognitive? On peut continuer. D'accord, merci. OK. L'avant-dernière personne ressource dans notre orchestre, c'est la planification, l'organisation. Quelle est-elle? De par son nom, c'est la capacité de se mettre des buts, mais aussi les séquences, donc les étapes pour atteindre et de s'organiser dans le temps. Donc, voici mes étapes de A à D, par exemple, et ce, d'ici 6 semaines. Donc, j'ai plusieurs atteintes et ciblées, mais là où ce sont des enjeux, on peut voir, par exemple, des défis pour commencer un travail qui n'a pas de plan, oublier son matériel, pas gérer son temps ou ses priorités. Donc là, ici, le mot priorité, je trouve ça intéressant parce que des enfants pour qui c'est lacunaire, ça va être difficile de savoir qu'est-ce qui est prioritaire versus ce qui est superflu. À cet égard-là, tout va être une priorité. Là, l'enfant peut, par exemple, regarder sa liste de tâches et être dans le néant. Pourrait même créer une paralysie parce qu'il ne sait vraiment pas par quoi commencer, qu'est-ce qui est plus important. Donc ça, c'est quand même quelque chose pour lequel on va se questionner avec l'enfant, bien sûr. Et on peut penser à des outils comme Google Agenda avec des repères visuels vocaux, Trello, donc pour organiser nos tâches scolaires, qui est comme un peu un organisateur scolaire. Donc, je vous invite à aller le regarder. Encore une fois, nos gabarits de planification, il y en a sur Canva et même sur PowerPoint. Et finalement, notre fonction liste, comme je vous ai parlé en début de webinaire, Google Keep, qui, par exemple, moi, m'est serviable pour mes listes d'épicerie. Encore une fois, pour venir faire mon échéancier avec ma séquence, je peux venir l'utiliser. Voilà. Et je continuerai avec notre dernier chef d'orchestre. On parle de l'attention soutenue et la concentration. C'est probablement la fonction exécutive qui reçoit le plus d'attention actuellement avec tous les enjeux de distraction. Mais qu'est-ce qu'est l'attention soutenue? C'est notre capacité à rester concentré sur une tâche malgré les distractions internes ou externes. Hmm. Quelles sont les manifestations lorsque c'est problématique? On peut voir des enfants et même des adultes se lever, papillonner, donc des enfants qui, même eux, savent pas trop pourquoi ils sont debout, mais c'est comme plus fort que eux, hein. Ils ont besoin d'être mobiles, ils vont se lever. Ne pas finir ce qui est terminé, ne pas finir, ça c'est très drôle ce que je viens de dire, ça c'est mon cerveau de soirée. Ne pas finir ce qui est commencé. Passer beaucoup de temps sur des détails sans avancer, hein. Ah, mais c'est important. Ouais, pas tout à fait. Il te reste vraiment beaucoup d'autres étapes, donc il faudrait
poursuivre. On va dire ça comme ça. Pour venir soutenir, compenser notre attention, on peut penser à des modes comme le mode focus sur la tablette. Oui, oui, il y a ce mode-là, sur la tablette. Avec une petite recherche sur le web, mode focus sur tablette ordi, vous avez rapidement les étapes pour activer celui-ci. La lecture immersive de OneNote et de Word que je vous montre tout à l'heure, qui est pour moi un bijou essentiel dans ma pratique. La lecture audio avec une voix plus lente et un surlignement, donc la lecture qui va se faire en surbrillance. Donc, c'est pas juste d'écouter, mais c'est aussi de regarder la voix qui me dicte les mots. Je vous le montre pareillement dans quelques instants. Ou on peut penser à des applications de méditation ou de respiration guidée qui, comme Sarah apprécie beaucoup, est une pratique gagnante pour venir apaiser tout ce qui est la distraction ou ce qu'on peut appeler aussi le petit hamster dans le cerveau qui est super agité et qui est en hypervigilance. Donc ça fait le tour de nos fonctions exécutives. Est-ce que on a des questions, des réactions? Je suis à l'écoute. Moi, j'ai une question, Andréane. Est-ce que les fonctions exécutives que tu as présentées sont nécessairement associées aux troubles d'apprentissage? Donc, est-ce que si, par exemple, je vois que mon enfant a certains critères, ça veut dire que c'est un trouble d'apprentissage? Donc, elle est où, justement, cette distinction? Hmm. En fait, la dyslexie, voyons, Distinction. merci. La distinction est pas facile à cerner. Euh, Ma réponse est non, mais oui. Donc, lorsqu'on reçoit un diagnostic, peu importe soit-il, que ce soit TDA, TSA, que ce soit dyslexie, dysorthographie, la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps, il y a une ou des fonctions exécutives qui sont atteintes. Hmm. Par contre, ça se peut que moi, Andréane Villeneuve-Dubuc, j'ai des défis avec ma flexibilité cognitive, mais je n'ai pas pour autant de diagnostic. Ça veut probablement dire que j'arrive suffisamment à compenser mes défis de flexibilité cognitive, que je suis fonctionnelle, que je réussis quand même somme toute bien. Là où on en arriverait à recevoir un diagnostic, bien, il y a plusieurs raisons. Mais la première, souvent, c'est comme apprenant, tu dis, mais pourquoi moi c'est difficile et tu veux avoir des réponses et tes parents aussi. Je dis ça parce que je vais le rappeler encore tout à l'heure, j'ai pas besoin en 2025 d'avoir un diagnostic pour recevoir des mesures adaptatives comme les outils technologiques. Donc, je non, mais oui. Hein, c'est comme ça s'emboîte. Mhm. Merci Merci, de ta réponse. Andréane. De On a fait. quelqu'un qui écrit, qui demande, est-ce que ce serait possible de remettre l'avant-dernière diapo? Donc, j'imagine, Celle-ci, la planification et l'organisation, est-ce que ce serait celle-là? Dalila, si vous voulez écrire ou ouvrir votre micro juste pour nous confirmer si c'était celle-ci. Oui, c'est bien ça. Merci. Super. Puis sachez que la rencontre va être diffusée, donc vous allez avoir accès là aussi aux documents. Merveilleux. On peut continuer. Super. Alors, j'arrive au croustillant de la rencontre. Je vais commencer à adresser vraiment les aides technologiques. Les aides technologiques, donc attention, ce que je vais dire n'est pas affiché dans le visuel, sont sur le marché scolaire depuis 2008. Donc oui, ça fait quand même un bout de temps et c'est vraiment reconnu par le ministère de l'Éducation. Cela dit, elles ont vu le jour pour principalement des enfants qui avaient des diagnostics, comme par exemple le TDAH, le TSA, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie et même le TDA. Pour cette clientèle-là, on voyait une grande résistance aux interventions. Que ces enfants-là aient bénéficié d'orthopédagogie, de tutorat, de récupération et j'en passe, on voyait que tout de même, ça résistait. Vous vous rappelez au début du webinaire, je vous disais qu'il y avait un caractère permanent à un trouble? Eh bien oui.
On apprend à vivre avec celui-ci. Oui, les rééducations sont probantes, elles sont aidantes, mais par contre, on a besoin d'outils pour venir nous soutenir. C'est pour ça qu'en 2008, quand les aides technologiques ont vu le marché, ont vraiment comme ont sorti, on est arrivé au constat que un outil, juste peu importe quel qu'il soit, que je vais vous en présenter quelques-uns après, il y a plusieurs valeurs ajoutées. En ce sens qu'on ait des défis pour l'attention, pour la surcharge, pour la fatigue cognitive, pour l'écriture, pour organiser nos étapes ou s'exprimer. Ça faisait vraiment un tout, ça s'emboîtait et ça vraiment faisait la promotion inclusive. Donc, ça, c'est vraiment comme le caractère de réussite, en fait, des aides technologiques que le ministère voulait en 2008, dès 2008, promouvoir ceux-ci. Là, je dis promouvoir, et peut-être qu'en date d'aujourd'hui, vous faites comme, mais pourquoi j'en avais pas vraiment entendu parler? Donc, je vais pouvoir expliciter le tout en continuant dans les prochaines minutes. Je continue. N'hésitez pas à m'arrêter, les filles, si jamais vous voyez des notifications. Alors, une aide technologique, par exemple, donc moi j'avais créé cette publication-là il y a quelques temps. Si par exemple vous recevez un rapport diagnostic d'un professionnel, que ce soit un psychologue, un neuropsychologue, que ce soit le médecin, oui, on est très content de recevoir ce rapport-là parce que justement, ça vient fournir des réponses au profil d'apprenant de notre enfant. Et très souvent, pour ne pas dire tout le temps, la première ou parmi les premières recommandations, on retrouve l'implantation des aides technologiques. Malheureusement, ça ne veut pas dire que parce que c'est consigné dans un rapport de professionnel que l'école va systématiquement le mettre en place. Pourquoi? Je vous explique. Ça se peut pour une raison aussi banale que on aimerait ça mettre l'aide technologique en place, mais malheureusement, on n'a plus de portable, on n'a plus de flotte technologique. Oui, ça peut arriver. Euh, Ça peut arriver parce que, par exemple, on est quoi là? On est au mois de mai. Ah, on a tout dépensé, nos budgets professionnels. Et là, ce que je vous parle, c'est beaucoup plus dans la situation des réseaux publics, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'au privé, c'est impossible, ce genre de situation, mais je sais qu'au public, c'est une réalité de plus en plus vécue. Mis à part ça, ça se peut aussi qu'on reçoit le rapport diagnostic de l'enfant. Et c'est un enfant qui, à ce jour, réussissait et réussissait quand même très bien. Donc, on n'avait pas nécessairement vu des difficultés. Les difficultés, souvent, étaient vraiment vécues à la maison. Par exemple, les périodes de devoirs, c'était vraiment ardu. L'étude, ça se passait jamais bien. Il y avait une grande résistance, beaucoup de négociations. Et donc, on est allé faire diagnostiquer et ça se peut que oui, il y ait un ou des diagnostics qui en ressortent et ce, même si l'enfant réussit. Ça veut dire que l'enfant a développé tellement des mécanismes de compensation ou autrement dit, il donne tout à sa journée d'école que le soir, il est carrément épuisé et ça n'empêche pas la présence d'un trouble. OK? Donc, il faut être quand même conscient de ça. OK? Parce que oui, j'en fais la promotion à travers ma mission. Je veux en parler, je veux démystifier le tout. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, vous arrivez demain dans votre milieu scolaire et dire nous voulons une implantation des aides technologiques. Ça ne veut pas dire que ça va être fait. Ça se peut que l'équipe école aussi ne soit pas nécessairement rendue à cette étape-là. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Est-ce que mon enfant doit avoir un diagnostic pour pouvoir utiliser une aide technologique? Non. Le souci du ministère, c'est que ça répond à un besoin. Donc, le seul critère nécessaire, c'est un besoin. Évidemment, ce besoin-là doit être justifié. Justifié veut dire aussi qu'on n'est pas nécessairement dans la
performance, par exemple. Et là, je pourrais parler, on pourrait ouvrir un débat à ce propos-là, mais on va pas viser juste le résultat, hein. Par exemple, un enfant qui, à ce jour, réussit à 80% de moyenne, sans outils technologiques, et là, vous en faites la demande, ben, l'école va faire comme, mais c'est quoi le besoin? En ce moment, il réussit. Puis on s'entend, 80%, c'est très satisfaisant. OK? Donc, il faut que ce soit quand même justifié, réfléchi. Et rappelons aussi, pour votre information, que la décision d'implanter une aide technologique, ce n'est pas la décision d'une seule et unique personne, c'est vraiment en équipe école et équipe maison. Donc, tu sais, vous avez le droit d'initier cette idée-là, absolument, mais vraiment, c'est une décision d'équipe, que, dans un aspect de bienveillance. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? Peut-être moi j'ai une question. Oui. En fait, là, vous avez dit qu'on n'a pas besoin de diagnostic pour avoir recours aux moyens technologiques ou outils Tout à fait. technologiques. Mais par exemple, une mère qui a dit, ah, mon fils, je trouve qu'il a des difficultés, puis elle va en parler peut-être avec le prof, peut-être le prof aussi, elle va mentionner quelques observations, puis Mhm. c'est qui va faire cette évaluation-là? C'est qui le professionnel qui va faire cette évaluation-là pour pouvoir confirmer que l'enfant, il a des difficultés, puis il a besoin de l'aide, des aides Hmm. technologiques? En fait, ça, c'est vraiment une belle question pour comprendre le processus. La première étape, je trouve que d'aborder le tout à la titulaire, c'est très intéressant. Là, il peut y avoir des nuances si on est au public ou au privé. Ultimement, si on veut vraiment aller investiguer, donc soit infirmer ou écarter un possible diagnostic, ça va vraiment prendre une personne qui n'est pas, comment je pourrais dire ça, à l'intérieur de l'école, parce que tout le personnel scolaire n'est pas en mesure de porter un diagnostic. Donc, enseignante au primaire ou orthopédagogue au primaire, nous, on ne diagnostique pas. Les personnes qui diagnostiquent sont soit un psychologue, un neuropsychologue ou médecin. Quelques orthophonistes aussi ont comme une licence pour émettre un diagnostic. Vous avez la possibilité, si par exemple on est au public ou au privé, de demander de faire affaire avec leur équipe de personnes qui diagnostiquent. La réalité du public, c'est que ça peut prendre un long moment, et quand je dis long moment, ça peut être des années. Donc, à ce jour, en tant qu'orthopédagogue expérimenté, beaucoup de parents vont opter, par exemple, vers le privé, donc vont aller faire affaire avec un psychologue, neuropsychologue pour recevoir un diagnostic. Si jamais on ne reçoit pas de diagnostic, il va probablement avoir des émissions d'hypothèses, hein. Donc, si la personne, par exemple, psychologue, n'est pas en mesure de dire, parce qu'avec sa batterie de tests, les éléments de réponse affirment pas qu'il y a des enjeux, une dyslexie, une dysorthographie. Par contre, il va y avoir quand même des hypothèses formelles là, qui vont être émises. Je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas, là, si ça répond pas, je vais essayer d'approfondir. Ça répond en partie à ma question, mais c'est sûr que le, voyons, comme c'est difficile d'avoir une évaluation. euh, en fait, parce que moi, le problème que je vois, c'est que ça ne nécessite pas le diagnostic, mais finalement, il faut avoir le diagnostic parce que l'école n'est pas en mesure de faire ça. Donc, il faut aller chercher de l'aide ailleurs. Puis l'aide ailleurs, c'est comme, ça va être le médecin de famille, s'il est capable, si c'est vraiment évident pour le TDAH. Sinon, ça va être le neuropsychologue. Puis un neuropsychologue en public, oublie ça. C'est en privé, Oui. ça coûte aux alentours de 3 000 $. Donc, donc Je comprends votre point. C'est vrai que là, dans mon discours, on fait comme, ah, ben, ça prend un diagnostic, mais en fait, j'ai pas de chiffres
de statistiques justes et précises. Par contre, de mon expérience, je pourrais vous dire que c'était vraiment 50-50. C'est-à-dire que mes élèves qui utilisaient des aides technologiques, la moitié avait un diagnostic et l'autre moitié n'avait pas de diagnostic. Cette moitié-là qui n'avait pas de diagnostic, c'était souvent des élèves qu'on connaissait bien, qui avaient un suivi en orthopédagogie depuis plusieurs années. Pour votre information, donc pour vous et les autres qui écoutez, euh, très souvent, on va pas mettre en place des aides technologiques au premier cycle, en première année, deuxième année du primaire, parce qu'on est en apprentissage de l'écriture et de la lecture. C'est pas impossible, je l'ai déjà vu, notamment pour des cas de reprise en deuxième année, pour qui c'était encore très laborieux à l'an 2 de la reprise, qu'on a commencé à implanter, que c'était efficace. Donc, on essaie de pas trop attendre non plus une série d'échecs avant de mettre en place. Là, on sait que l'estime de l'enfant, c'est important. C'est un moteur, un pilier vraiment dans les apprentissages. Donc, c'est ça. Je vous dirais que on voyait une résistance dans les interventions orthopédagogiques et on la mettait en place, et ce, même s'il n'y avait pas de diagnostic. Mais plusieurs parents se disaient, ben, je veux des réponses, puis euh, je veux savoir quels sont pas ces diagnostics-là, mais ces problématiques Mhm. formelles-là. Donc, je peux comprendre Oui, merci. l'entre-deux. Merci. Oui, Bon que c'est possible. oui, 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 puis moi, si je peux ajouter quelque chose, j'ai travaillé plusieurs années en cinquième année. Puis il y a eu une année où justement j'avais un élève qui utilisait les outils technologiques à l'écrit. Puis lui, c'était pas nécessairement en lien avec une dyslexie, une dysorthographie, mais plus une dyspraxie. Lui avait de la difficulté dans tout ce qui était geste moteur. Ça lui demandait tellement d'énergie juste de former ses lettres, d'écrire. Donc, c'était la raison pour laquelle il pouvait, en fait, lui, écrire à l'ordinateur. Donc, pour vraiment se concentrer sur ses idées et non seulement sur l'orthographe des mots là, à l'écrit. Donc, exact. c'est vraiment du cas par cas. Ouais. Non plus, aussi, il faut pas non plus mettre tous les enfants dans le même bateau. Ah, il y a de la difficulté, il inverse un peu des lettres. Ah, il y a une dyslexie. Donc, il faut faire attention aussi là, à ce niveau-là. Donc, comme Andréane disait, là, c'est des difficultés qui reviennent, hein, qui sont dans les années. Donc, c'est pas juste une petite difficulté d'apprentissage qui va faire en sorte que, ah là, on va aller élaborer un plan d'intervention, etc. Donc, il y a quand même une nuance à ce niveau-là. Puis souvent, des enfants, justement, qui vont avoir ces difficultés-là, ben on voit que c'est récurrent. On voit que malgré tous les efforts, malgré tout ce qui est mis en place, donc avec l'orthopédagogie, malgré l'aide à la maison que vous lui apportez, il y a Ouais. comme pas nécessairement de progrès. Donc, c'est là qu'on va vraiment se poser des questions. Mais avant d'aller là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et voir justement si l'enfant est en mesure de progresser avec l'aide qu'on lui offre. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Si je peux Parfait. ajouter quelque chose, puis en fait, c'est aussi une question pour toi, Andréane, là, tu me diras si je me trompe. Mais en fait, effectivement, bon, ce qui est un peu difficile parfois, c'est qu'au final, s'il n'y a pas de diagnostic, ben, ça dépend aussi du jugement de l'équipe école et de ce qui est mis en place. Donc, en fait, souvent, l'enseignante, bon, va aller de pair avec ses suivis en orthopédagogie, donc les différents intervenants autour de l'élève. Puis là, ils vont décider, bon, de lui allouer, par exemple, des aides technologiques ou différentes mesures. Mais si l'élève a un diagnostic, l'école est dans l'obligation de lui faire un plan d'intervention et de répondre au mieux avec ce qu'ils peuvent là, aux difficultés. Donc, souvent, c'est peut-être pour ça que les parents vont aller rapidement vers l'évaluation. Mais s'il y a une belle collaboration de la part de l'équipe école, c'est pas toujours nécessaire pour l'instant. Mais je pense que de ce que j'ai vu aussi dans ma pratique professionnelle, des fois, il y avait certains conflits parce que, bon, ça reste que s'il n'y avait pas le diagnostic, puis que l'enseignant et l'orthopédagogue jugent que l'élève en a peut-être pas de besoin, mais vont peut-être pas lui allouer cette aide. Donc, malheureusement, en fait, ce que le diagnostic vient contrer, c'est ce jugement, au final, qui est un peu subjectif. Après, il faut faire confiance aussi à l'équipe école. Je pense que c'est important de travailler de pair, puis de travailler en collaboration, puis d'être présent dans les rencontres d'intervention aussi le Vraiment. plus possible pour avoir un regard plus juste. Mais voilà. Oui.
Mais j'ajouterais une autre nuance, hein, on aime beaucoup ce Ouais, mot-là ce soir. oui. Dans la loi sur l'instruction publique, même si on reçoit un diagnostic, l'école n'a pas l'obligation d'émettre un plan d'intervention si l'élève est en réussite dans les trois mandats de l'école québécoise, donc instruire, socialiser, qualifier. Donc, en gros, si l'enfant a un diagnostic puis ça va bien, l'école n'est pas tenue de faire un diagnostic. Encore là, Parfait. là, tu sais, ça peut devenir vraiment de libre interprétation, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, mais je comprends que c'est pas tout blanc, tout noir, hein. Fait que beaucoup de questions. Merci pour les ajouts, super intéressant. Vous avez sous les yeux, donc il y en a peut-être qui ont déjà pris le temps de les lire, mais à une situation qui est assez fréquente quand un élève reçoit un aide technologique, c'est la perception des pairs. La perception des pairs que l'ordinateur fait tout le travail à sa place. L'ordinateur lui lit, même qu'il lui écrit des mots. En fait, je veux simplement vous rappeler et même peut-être détruire un mythe que j'entends particulièrement beaucoup. Le logiciel est là pour soutenir, OK? Voyez ça un peu comme des lunettes. Moi, en ce moment, je porte des lunettes et si je les enlève et j'essaie de lire un texte à voix haute, je vais tout donner, ça va être laborieux. Je vais réussir parce que j'ai des mécanismes de compensation adultes, mais si je vais essayer de faire l'exercice à un enfant de 7 ans sans ses lunettes, sans voir le texte, il n'y arriverait pas. Pourtant, les lunettes ne font pas le travail à sa place. Donc, le logiciel va m'aider à réfléchir. Le prédicteur de mots ne va pas construire le mot à ma place. La synthèse vocale ne comprend pas le texte pour moi. Sauf si je pourrais ajouter une nuance que quand on évalue la lecture, c'est la compréhension et non pas le décodage. OK? Le décodage, c'est une stratégie pour arriver à comprendre. Bref, ceci étant dit, je pense que lorsqu'un enfant commence à utiliser les aides technologiques, le discours du titulaire, des parents aussi, devrait aller dans le sens que c'est là pour aider mon enfant, non pas pour qu'il triche, non pas pour qu'il soit paresseux, puis qu'un logiciel fasse tout le travail pour lui. Donc, il y a quand même une certaine information à donner au père quand même. Donc, ça, c'est quand même important à nommer. Hmm. J'arrive à cette étape où je vous parle des fameux outils d'aide technologique. Il y en a plusieurs, mais on va se concentrer ce soir sur les trois principaux qui sont énormément attribués dans les écoles et qu'on pourrait même utiliser à la maison pour optimiser notre période de devoirs et de leçons. On parle de la synthèse vocale, donc qui est un lecteur de texte à voix haute, le prédicteur de mots qui va me proposer des mots. Je suis pas mal certaine ici qu'il y a plusieurs adultes qui, sur leur téléphone, ont un prédicteur de mots activé. Donc, lorsque vous textez, il y a des mots qui vous sont proposés. Et vous aurez compris que si vous appuyez sur n'importe lequel, ça peut faire des phrases assez loufoques. Donc, ça vous rappelle que vous devez réfléchir pour construire une phrase adéquate et qu'encore une fois, ça ne fait pas le travail pour vous. Le troisième outil qu'on aime bien attribuer, c'est le correcteur orthographique et grammatical, qui encore une fois est probablement activé sur votre propre portable, soit sur Word, avec les mots qui sont soulignés en dessous. Ce n'est pas de la triche, c'est là pour venir soutenir votre habileté en écrit, et ce, même si vous êtes des adultes. Donc, imaginez lorsqu'on est enfant et qu'on est en développement, notre mémoire ne retient pas les 100 000 mots français québécois, c'est juste normal. Je me lance dans l'explication de la synthèse vocale. Je pense que ça va être possible. Donc, le but, c'est pas de vous faire entendre, mais c'est de vous montrer à quoi ça pourrait ressembler une synthèse vocale en action. Sachez que pour le bien de l'activité de ce soir, je l'ai fait avec mon téléphone cellulaire. Parce que oui, la synthèse vocale est pas mal accessible sur n'importe quelle plateforme, que ce soit cellulaire, tablette, portable, et il y en existe vraiment plusieurs.
À ce propos, je vous en nomme quelques-uns qui sont gratuits. Donc, dans la dernière colonne du petit tableau, là, il est un petit peu euh, coupé drôle, là. Ah, avec une magnifique chanson que j'écoutais. Donc, vous avez vu très rapidement, mais je vous le remonte tout à l'heure en action. On a Balabolka, on a le Natural Reader Free, Google Doc, et il y en a un aussi sur Word que je vais vous montrer. Ce qu'on apprécie aussi de la synthèse vocale, c'est encore une fois que ça fait pas juste lire, mais c'est que ça met vraiment le mot en surbrillance. Donc, on se rappelle à notre chef d'orchestre la fonction exécutive de l'attention. Ça me permet de demeurer concentré et de pas, par exemple, avoir un moment de distraction et revenir au texte et dire, oh mon Dieu, on est rendu où dans la lecture? Donc, j'ai un repère visuel pour vraiment suivre cette lecture-là, par exemple. Le prédicteur de mots, de son côté, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez probablement un prédicteur de mots actuellement activé sur votre ordinateur. Et là, j'ai le goût de lire ce que j'ai écrit. Donc, as-tu le sentiment de tricher quand tu utilises le prédicteur de mots? Pour lancer cette petite réflexion-là. Et là, on voit des mots qui sont là, on ne les voit plus, mais qui étaient défilés juste ici au fur et à mesure que je tapais. Donc, on aime ça parce qu'après quelques lettres écrites, on a des mots qui sont proposés. Ça me permet d'écrire plus vite et réduire aussi les fautes d'orthographe que je pourrais commettre. On passe à WordQ. WordQ qui peut venir nous soutenir. On a Scribun aussi. On a le Natural Read and Write que je vous ai présenté tout à l'heure qui, ça me fait penser, n'est pas présentement dans la dernière colonne. Il y en existe plusieurs. Il y en a même un sur Microsoft, donc sur votre ordinateur. Je vous le montre dans quelques instants. Puis ça, quand on passe au prédicteur de mots, par exemple, un enfant qui va entendre le son est, donc les graphies du son est. Donc, est peut s'écrire accent grave, accent circonflexe, AI, EI, ET, donc il y a différentes graphies. Mais à ce moment-là, c'est que ça va pas écrire le mot pour lui, mais ça va lui proposer des choix selon la graphie qu'il va écrire. Donc, c'est vraiment bien justement pour des élèves bon, qui ont une dysorthographie, donc à savoir de quelle manière est-ce qu'on va écrire le mot, puis ils peuvent confondre justement les sons aussi, le CCD, SC, Parfait. double S, un S. Donc, c'est vraiment pour un outil pour leur venir en aide. Mais attention, hein, il ne s'agit pas ici, souvent on peut avoir donc des mythes, ah, c'est de la paresse, ou on lui offre la réponse, mais l'enfant doit quand même réfléchir. Donc, Vraiment. on va lui offrir des propositions de mots, mais on lui dira pas voici le mot. Donc, c'est un peu différent que dans Word. Dans Word, on va te dire vraiment, là, il y a une petite ligne en dessous, puis on va vraiment te donner la bonne orthographe, la bonne graphie du mot. Par contre, là, c'est différent avec le WordQ. Tu me fais penser à quelque chose, Sarah, que je vais expliquer tout à l'heure. Oui, il faut que l'enfant réfléchisse et ce n'est pas magique. Absolument. Le troisième outil qu'on aime bien proposer aux enfants, c'est le correcteur orthographique. Je pense que rapidement, avec une image, on a compris que, notamment sur le logiciel Word, on en a un qui vient colorer soit en rouge ou en bleu selon le type d'erreur, donc soit orthographique, lexical ou grammatical. Et ce que ça rate tout à l'heure nommé avec le prédicteur de mots, c'est que ça fait pas le travail pour lui, ça va pas venir corriger automatiquement avec un succès assuré, vraiment pas. La recherche le dit, quand on propose des outils technologiques aux élèves, peu importe la nature, le correcteur, le prédicteur, la synthèse vocale, on va venir outiller jusqu'à optimiser 60 à 80% d'erreurs évitées. Donc là, vous aurez compris, c'est pas parce que mon enfant utilise une techno que maintenant il va avoir 100%, il va avoir tout bon, aucune erreur, aucune méprise. Vraiment pas. C'est là pour venir le soutenir et accéder davantage à son plein potentiel, à sa mesure. Donc, c'est pas magique, c'est pas de la triche. Encore une fois. On pense aussi à des correcteurs orthographiques qui sont intégrés dans Antidote, dans Language Tool ou
Scribune. Donc, n'importe quand, vous pouvez aller les voir. Antidote, oui, il y a une version complète payante. Par contre, sachez pour votre information qu'il y a une version gratuite qui est limitée, qui peut être quand même intéressante pour aller voir les paramètres de base dessus. Donc là, j'ai fait le tour des 3 outils principaux technologiques. Est-ce qu'on a des constats, des questions, des réactions? Pour illustrer. Pardon? On peut continuer, Andréane. Parfait. Donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire, allons-y avec un cas d'élève. Imaginons Antoine, OK? Il est en 4e année du primaire. C'est un élève qui est vif, qui est passionné par les sciences, il pose 1000 questions en classe, puis il adore expliquer des concepts complexes à ses camarades. Pourtant, lorsqu'il doit rédiger ses réponses aux évaluations ou écrire un résumé de ses découvertes, il bloque. Son écriture est lente, il oublie des mots et il se frustre rapidement. Son enseignante remarque qu'Antoine s'exprime avec aisance à l'oral. Elle lui propose alors d'utiliser un enregistreur vocal pour structurer ses idées avant d'écrire. Avec cet outil, Antoine dicte ses réponses, les écoute, puis les corrige avant de les transcrire en texte. Rapidement, il se sent plus à l'aise et réussit à mieux organiser sa pensée sans se sentir freiné par l'écriture. Avec le temps, il commence aussi à utiliser une application de synthèse vocale pour réécouter ses propres textes, ce qui l'aide à repérer ses erreurs plus facilement grâce à ces outils. Antoine peut enfin démontrer tout son potentiel en classe et retrouver le plaisir d'apprendre. J'ajouterais, les outils numériques ne remplacent pas l'apprentissage, ils l'adaptent aux besoins de chaque élève. Comme disait Sarah tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Le besoin, hein, j'ai pas besoin de diagnostic, j'ai besoin d'un besoin. Donc ici, mon élève n'a pas nécessairement de diagnostic, il a des enjeux avec l'organisation en écriture. Voilà. Peut-être que là, on reconnaît notre enfant avec la situation de Antoine ou des similarités. N'hésitez pas. Oh. OK. J'aimerais stopper mon partage. Là, je vais vous donner mal au cœur. Je vais repartir encore une fois mon partage, mais cette fois-ci avec le son. Et je veux aller dans mon... Non, c'est pas là que je veux aller. Je m'excuse. Prise 300. On va l'avoir. Ouais. OK. C'est toujours quand on veut là que ça marche pas. Cool. C'est une autre façon. Tu peux faire, dans le fond, là, dans Zoom, tu peux faire partage de l'écran au complet, puis là, juste Ouais. aller chercher ton programme. Mais c'est ça que j'ai fait, puis il veut pas. Il est coquin, hein? C'est très coquin. OK. Ben, réessaye une Est-ce que, dernière fois, on va voir. est-ce que là, vous le voyez? Attends, là, ça dit Andréane. Oui, là, en ce moment, on le voit. Donc, vous devriez voir une page Word. J'ai écrit quelques phrases de type inférence. Donc, inférence, si on n'est pas connaissant en la matière, c'est en fait du texte qui a du sous-texte, OK? Donc, il n'y a pas la réponse formellement écrite à l'intérieur. Il faut déduire avec nos connaissances et les indices. Un enfant qui vit des défis au niveau du décodage, qui va mettre toute son énergie dans le décodage, ça va être vraiment plus ardu pour lui d'aller trouver comme le sous-sens, hein? Trouver l'inférence. Donc, là, j'arrive dans Word et je pourrais activer une synthèse vocale. Mille excuses, moi j'ai le Word en format, en version anglaise, OK? Donc, je vais essayer de traduire du mieux que je peux. Pour ma part, ce serait dans l'onglet View. En français, je pense que c'est aperçu. Non, je pense pas que c'est ça. Bref, s'il y a quelqu'un qui connaît là, rapidement comme ça, ne vous gênez pas pour me le dire. Donc, on a View, on a le lecteur immersif en français ou Immersive Reader en anglais. Donc, j'appuie dessus. Et là, j'ai plusieurs outils qui sont disponibles, OK? J'ai, oui, le Read Aloud, donc il va venir me lire mon texte ici. Il y a une brosse à dents mouillée, de la buée sur le miroir et le bruit de l'eau dans la salle de bain.
qui est probablement dans la salle de bain. Là, le but, c'était, oui, de faire l'inférence, mais de vous montrer la synthèse vocale et concrètement que je peux venir ajuster ma vitesse de lecture. Là, elle était plutôt lente, mais ça arrive très souvent que les enfants, quand on est considéré à une voix normale, le débit normal, c'est trop rapide. OK? Donc là, on peut faire des essais. Et là, ici, j'ai le choix entre une voix masculine, féminine. Mis à part ça, quand on parlait de la fonction exécutive de l'attention pour restreindre les distractions internes ou externes, on pense aussi aux lignes focus. Donc, je pense que c'est ça en français. Je pourrais, par exemple, voir mon texte avec une ligne à la fois. Ou quand même intéressant. Je pense aussi aux enfants qui, quand voient un texte long, là, font comme oh non, faut tout que je lise ça. Ben, d'y aller une bouchée à la fois, comme ceci, ça peut être intéressant. Je pourrais, par exemple, venir ajouter selon la capacité de l'enfant. Je pourrais aussi venir séparer en syllabes. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais par exemple, le mot miroir, j'ai un petit point entre le mi et le roi. Donc, pour venir segmenter, on passe à des enfants qui commencent leur processus d'apprentissage de la lecture. Ça pourrait être intéressant aussi à ce propos-là. Donc, je rappelle, c'était dans l'onglet View qu'on ne sait pas encore en français c'était quoi. Et le lecteur immersif, il y a plusieurs outils qui vont ouvrir de votre côté. S'il n'ouvre pas, c'est peut-être pour la simple et bonne raison que votre Word n'est pas assez à jour. Par contre, ça fait quand même plusieurs versions qu'il est là. Si je me trompe pas, c'est depuis 2017. Mais bon, là, mes connaissances TI, Word, sont peut-être pas super optimales. Maintenant, le prédicteur de mots, je voulais vous le montrer en action. J'en ai activé un dans mes paramètres de Word. Donc, j'ai écrit prédicteur et je l'ai activé. Donc, voici à quoi ressemble mon prédicteur Microsoft. Naomi joue au, et là, je pourrais écrire au ballon. Et j'ai des choix comme ballon, balle pourrais utiliser multi-aides techno en même temps. Donc, par exemple, là, j'ai utilisé mon prédicteur et ensuite, je pourrais venir faire réécouter ma phrase pour voir si elle est complète, qu'il ne manque pas de mots, que tous les mots sont ordonnés, que j'ai les bons sons dans mes mots, par exemple. Deuxième exemple, Laurie a inventé une et apprécie l'écoute de ses amis. Une histoire. Et là, je fais exprès de faire des erreurs. Donc, ah, OK, histoire, c'est comme ça que ça s'écrit. Super. Je m'excuse, voilà. Je vais terminer avec la phrase de Patrick. Patrick aura cette partie d'échec, aura perdu. Je vais faire exprès encore perdu cette partie d'échec. Alors, je vous ai montré la synthèse vocale en action, le prédicteur de mots, le correcteur. Il faut croire que j'ai fait aucune erreur, mis à part des petites erreurs ici et là, d'espace en trop. Mais on aura compris que les chiens sont gentils. Ah. Donc là, j'ai une erreur de type grammatical. Donc, j'ai oublié mon S et ici, gentil, mon orthographe est pas bien écrit. Donc, c'est avec un G. Puis en plus, j'ai une erreur d'accord qui vient me le repérer. Par contre, l'enfant doit encore une fois faire le bon choix, se questionner. Ça fait pas le travail pour lui. J'ai même des élèves qui parfois vont laisser des erreurs parce qu'ils vont dire, ah, mais les chiens sont gentils, j'ai bien écrit le son. Ça se peut aussi, hein, comme un élève qui n'utilise pas d'outils, il y a des erreurs qui demeurent. Donc voilà, je voulais absolument vous le montrer en action pour que ça devienne concret, qu'on laisse de côté un petit peu la théorie. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions ou si, mesdames, vous vouliez faire une conclusion. Oui, tout à fait. Ben, tout d'abord, merci beaucoup, Andréane, pour ta générosité, pour ton partage de connaissances, de temps, de trucs et astuces. Je pense que ça a été très, très, très enrichissant de pouvoir aller en profondeur
dans tous ces outils, mais au-delà des outils, de comprendre pourquoi on les utilise. Oui. Puis ça, je pense que c'était vraiment une lignée qui était très importante pour nous. Donc, vraiment, là, ta collaboration est très appréciée. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Puis, le webinaire va être en rediffusion, puis je suis certaine qu'il y a un grand nombre de parents qui vont bénéficier là, de ton expertise. Je vous retourne l'appareil aux parents aussi qui ont, avec authenticité, signalé leur réalité. Ça, c'est vraiment important. C'est grâce à ça hein, qu'on peut faire évoluer les petits humains de demain. Merci pour vos commentaires, c'est super apprécié. Et merci beaucoup à tous les parents qui ont participé. Donc, merci d'avoir été là et d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été un long webinaire et tout le monde est resté. Donc, on est vraiment contente. Vraiment, merci de votre participation. Ces webinaires sont pour vous. C'est un moment de discussion pour vous aider à mieux vous impliquer dans le parcours éducatif de votre enfant. Puis, si jamais vous avez d'autres questions qui surgissent suite au webinaire, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien aux familles. Et si d'ailleurs il y a des sujets que vous aimeriez qu'on explore aussi, donc on est toujours à la collecte de nouvelles idées pour de futurs webinaires. Donc, merci à vos messages, ceux qui ont écrit dans le chat. Oui, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée, merci beaucoup. Ça a Merci été à vous. très bénéfique pour moi. Merci, merci de votre participation. Mhm. Donc, je vais mettre fin au webinaire. Au revoir.